Dans cette partie, on va entrer, on va faire un peu de pratique. On va créer un site-to-site VPN qui est un type de VPN. On aura différentes parties. On va prendre les différents types de VPN. Les site-to-site VPN, les tunnels DRA, les static VPN. On va faire les DM VPN, on va faire les remote VPN. Ça, c'est la première partie, configuration d'un site-to-site VPN. Let's go! Donc, pour cette partie, bon, voilà la topologie qui a été présentée, sur laquelle on va travailler. En fait, ici, on a une entreprise que j'appelle Customer ABC. Le client ABC, il a deux sites, le site A et le site B, qui sont deux sites distants. Et de quoi est-il question ici? Ici, il est question d'interconnecter le site A et le site B par un VPN de type site-to-site. Les deux sont connectés actuellement par un fournisseur de services Internet, un ISP. Vous allez voir sur le diagramme, j'espère que c'est assez visible. Est-ce que je peux zoomer? Yeah, I think I can do that. Je peux zoomer, voilà. Vous allez donc voir si je zoome sur le diagramme. Vous allez voir le routeur R1 qui est le routeur périphérique du site A a une adresse 200.1.1 qui doit être une adresse publique. Le routeur R3 représente le fournisseur de service. Le routeur R2, c'est l'adresse, c'est le routeur H du site 2. Il a aussi une adresse publique 100.1.1 en /30. Bon, là, je vais revenir. Je vais un peu vous montrer les configurations initiales sur le routeur R1. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, sur le routeur R1, si je fais un show IP interface brief, oh, pardon, show IP interface brief, voilà, les différentes, on a les sous-interfaces .100 et .200, ça c'est connecté au switch parce qu'on a deux VLAN, les VLAN 100 et 200. On a l'interface Gigabit 2 qui a une adresse publique et normalement elle devrait pinguer le fournisseur du côté public, la 200, I hope. Attends, je vais agrandir. La 200.1.2 qui est le routeur du fournisseur. Voilà, qui est le routeur, l'adresse du fournisseur de ce côté, elle arrive à pinguer. Et normalement, elle devrait aussi pouvoir pinguer l'adresse IP publique du routeur du site 2 qui est la 100.1.1. Et ça ne passe pas. Qu'est-ce que je n'ai pas configuré? Probablement la route par défaut, show IP route. J'ai la route par défaut qui pointe sur la 2 et la 2 c'est comment atteindre ceci. Sur le routeur R2, est-ce que j'ai la route par défaut? Voyons ce que j'ai sur R2. Show IP route. Show IP route. Je n'ai pas de route par défaut, c'est pour ça que ça ne passe pas. On va faire IP route 00000 sur le site 2 et on va pointer vers la 100.1. Oh, crap, 101.2, ok. Bon, c'est bon. Ça veut dire qu'à partir du site 2 du routeur R2, je vais mettre son hostname. C'est sur ETH-NG, l'émulateur c'est sur ETH-NG. Non, c'est pas des routeurs physiques, c'est des émulateurs et qui émulent très bien la réalité, même comme parfois ça perd le temps. On va aller sur le routeur R1. Ça, c'est le routeur R1. Qu'est-ce qu'on a? Normalement, on devrait pouvoir pinguer l'autre adresse sur le routeur R1. J'ai l'impression que ça a planté. Don't do that, please. Tu vas pas me lâcher maintenant. Le routeur R1, qu'est-ce qu'on a? Oh, yeah, c'est revenu. Attendez, je vais changer le hostname sur ce routeur-ci. Hostname R2, très bien. Normalement, il devrait pouvoir pinguer l'adresse publique du routeur R1 que voici. Ping 200.1.1. Parfait. Ça passe. Ça veut dire en fait que les deux routeurs qui sont des routeurs périphériques des sites distants de nos clients peuvent se pinguer par leur interface WAN, par leur interface publique. Il est donc question dans ce lab de faire en sorte que les réseaux privés puissent
le réseau privé du site A puisse joindre le réseau privé du site B, à l'occurrence la 10.10.100 et la 10.10.20, le VLAN 100 et le VLAN 20 dans les deux réseaux distincts. Si vous n'avez pas suivi la première vidéo où on essayait de définir les VPN qui est un moyen d'interconnecter deux réseaux privés par l'intermédiaire d'un réseau public, je vous conseillerais de regarder la partie 1 de la vidéo où on explique plus en détail la théorie que nous allons appliquer. Donc, ceci étant dit, on va passer à l'aspect pratique. Je vais vous montrer une façon de faire que j'aime bien utiliser, Notepad. En réalité, je fais toutes les configurations sur Notepad et après je les mets sur les équipements directement. Donc, je vais ouvrir Notepad. On va essayer de faire les configurations ensemble. Le but du lab, c'est créer un site-to-site VPN entre les sites A et B afin que les hôtes du réseau privé 10.10.100.0/24 puissent communiquer avec le réseau 10.10.20.0/24. Ça, ce sera le but principal de notre lab. Ceci étant dit, j'ai pris la peine de mettre deux machines dans ces différents réseaux-là. Voilà, on a le PCA. Ça, c'est le PCA qui est dans le premier réseau. Je vais pinguer, il ping la 10.10.100.1. Ça qui est sa passerelle. Ça passe parfaitement. Mais vous pouvez remarquer naturellement, R3 n'a pas de route. Je vais vous montrer ça. R3 n'a pas de route statique. Donc, normalement, les deux réseaux privés qui sont derrière les routeurs ne devraient pas pouvoir se joindre. Si je fais un IP route, vous allez bien voir. J'agrandis un peu là. J'ai l'impression que c'est petit. Voilà, je refais un show IP route. Vous voyez donc que R3 n'a pas de route vers les réseaux privés 10.10.100 ni 10.10.20. Du coup, on ne peut pas avoir... PCA ne pourra pas pinguer un autre de l'autre côté, à l'occurrence la 10.10.20.10. Ça, c'est un ping qui ne peut pas passer. Et le but de notre exercice est donc de créer un site-to-site VPN afin que uniquement la 10.10.100.0 puisse joindre la 10.10.20.0. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc, je reviens à notre Notepad que voici. Et puis, on va commencer. Les configurations sur le routeur R1 qui est sur le site A. On va commencer par là. On a dit au départ, si vous vous souvenez, je vais encore prendre, voilà. Dans la partie théorique, on a dit un tunnel sécurisé, c'est trois choses. Un tunnel sécurisé, c'est trois choses. I think I'll have issue with this. Je vais revenir peut-être. Je croyais que j'avais ça. Excusez-moi une minute. Bon, je vais ouvrir. Where is it? Je vais rouvrir mon notepad et je vais écrire dessus. À la base, si vous vous souvenez, on s'est dit... Ah, maintenant, ça écrit là. Un tunnel, c'était trois choses. On a dit un VPN sécurisé. Il y avait deux phases qui intervenaient. La phase 1 qui créait le premier tunnel pour l'échange des clés de session. Et trois choses intervenaient ici. La clé, l'algorithme d'encryption et le hachage. Et la phase 2 qui était le tunnel utilisé pour échanger les données. Pareil, la clé, l'algorithme et le hachage. Seulement que ici, c'était la clé prédéfinie, le pre-share key. Ici, c'était la clé générée par l'algorithme Diffie-Hellman et qu'on utilisait ici, la clé de session. Diffie-Hellman génère une clé qui est échangée par le tunnel de la phase 1 et utilisée à la phase 2. Donc, c'est ça qu'on va essayer de mettre en pratique. Donc, la première des choses pour créer mon tunnel, étape 1,
Je vais mettre le point d'exclamation parce que je vais coller directement, ce sera en commentaire. Étape 1, phase 1. La phase 1. La phase 1. La phase 1 consiste à quoi? Définir les paramètres. On a dit c'est quel protocole qui était utilisé à la phase 1, le protocole ISA-KMP ou AIK. ISA-KMP ou AIK. Dans la phase 1, c'est définir les paramètres ISA-KMP ou AIK fonctionnant sur le port UDP 500. Voilà. Donc, la commande chez Cisco, c'est crypto, le protocole ISA-KMP. Maintenant, vous définissez le policy. Policy, un nombre 5. Pourquoi est-ce qu'on définit un policy? En réalité, ça va encore être plus clair, un peu plus devant. Avec Cisco, quand vous avez deux, je vais prendre un exemple. Vous avez votre ISP, j'ai le site A qui a son routeur. Je vais appeler routeur A, j'ai le site B qui a son routeur B, j'ai le site C qui a son routeur C. Les trois sites qui appartiennent à l'entreprise ABC. L'entreprise ABC veut créer un tunnel sécurisé vers chacun des sites. Ça veut dire qu'il y a un tunnel sécurisé de A vers B, un tunnel sécurisé de A vers C et un tunnel sécurisé de B vers C. Voilà ce que l'entreprise veut faire. Mais il se trouve qu'avec Cisco, Cisco ne vous permet... ce sera une seule interface. On va dire n'importe quoi. Gigabit 00. Cisco ne vous permet d'activer avec la commande CryptoMap, on va voir ça à l'avenir, qu'un seul CryptoMap par interface. Du coup, vous devez définir des policies avec des numéros de séquence qui fait que sur cette interface-ci, il peut y avoir plusieurs policies correspondant à chacun des différents tunnels sécurisés. Je ne sais pas, ça fait du sens. Donc si on avait plusieurs sites, on aura un lab dessus, on aura plusieurs sites, on va faire plusieurs policies avec des numéros de séquences différents. Mais dans le cas présent, on a un seul site, on va créer une seule policy. Donc voilà, crypto ISA-KMP policy 5, maintenant on définit. Comment est-ce que l'authentification va se faire? Authentication avec une clé prédéfinie et pre-share key. Ça, c'est la clé PSK, le premier paramètre dont on a parlé. Pour chaque tunnel, on va définir les différents paramètres dont on a parlé. Les paramètres qui étaient la clé, l'encryption et le hash. Pour la phase 1, on a dit la première clé de la phase 1, c'était une clé prépartagée. Donc on dit Authentication Pre-Share. Quel sera l'algorithme qui va être utilisé pour le chiffrage? On a vu qu'il y avait trois algorithmes principalement utilisés, AES, DES et 3DES. Dans le cas présent, disons qu'on va utiliser DES pour la phase 1. Maintenant, quel sera l'algorithme de hachage pour vérifier l'intégrité des données? On va dire hash. L'algorithme de hachage, ce sera MD5. On a vu qu'il y avait MD5 et SHA. Et maintenant, dans le même policy, il faut définir quel algorithme de Diffie-Hellman on va utiliser pour générer la clé de session. Ça, c'est très important. Et si vous vous souvenez, on a parlé, quand on parlait de Diffie-Hellman, on a vu que la complexité de la clé qui rendait le chiffrage plus sophistiqué était fonction de la longueur. On a parlé de 512, on a parlé de 1024, on a parlé de 1536. En fait, avec Diffie-Hellman, ça correspond à des groupes. Je les ai plus trop en tête, mais je crois que ça c'est le groupe 2, ça c'est le groupe 3, il y a le groupe 5, quelque chose comme ça. Je ne les ai plus tous en tête. Donc voilà, ici, il faut dire, OK, à la phase 1, je crée mon tunnel avec une clé pré-share définie, l'algorithme de cryptage 3DES, l'algorithme de hachage MD5, et je vais utiliser le Diffie-Hellman Group, disons 2, le Diffie-Hellman Group 2 pour générer la clé de session qui sera échangée. Pour ceux qui ne comprennent pas la clé de session, on l'a expliqué dans la première partie qui était la partie théorique. Je vous invite à regarder la vidéo. Donc voilà. Là, j'ai défini les différents paramètres. Maintenant, je dis qu'il faut utiliser une clé pre-share, une clé prédéfinie. Je n'ai pas spécifié la clé. Quand je finis avec le policy, il faut spécifier la clé. Crypto, la commande c'est crypto, ISA-KMP, qui on spécie la clé. Je vais mettre Cisco 1, 2, 3 majuscule. Cette clé de cryptage 1, 2, 3 que je mets sur le routeur R1, le routeur R2 doit avoir la même clé prépartage, la même clé pre-share, parce qu'elle va servir à établir le premier tunnel de la phase 1
afin d'établir afin d'échanger la clé dynamique qui sera utilisée, la clé de session. Crypto Isaac AMP, qui on spécifie la clé. Ensuite, on spécifie l'adresse du routeur avec qui on va échanger. Qu'est-ce que ça signifie? Tout à l'heure, j'ai fait un petit schéma. Si on avait plusieurs sites connectés par l'ISP, j'ai mon routeur A, j'ai mon routeur B, j'ai mon routeur C. Et tous voulaient établir un tunnel sécurisé entre A, tunnel sécurisé entre B, tunnel sécurisé BC. La clé utilisée entre A et B peut être différente de la clé utilisée entre A et C. Et peut être différente de la clé qu'ils utilisent entre B et C. Donc, à chaque fois que vous spécifiez le pré-share qui a utilisé, vous devez spécifier avec quelle pierre, c'est-à-dire avec quel correspondant je vais utiliser cette clé-ci. Donc, c'est ce qu'on fait à ce niveau. On spécifie quelle est l'adresse et comment est-ce que les pierres sont reconnues ici. Là, quand vous vous connectez à Internet, à un réseau public, votre fournisseur va vous donner une adresse publique qui sera accessible par n'importe qui. Donc, en réalité, l'adresse 100.1.1 du routeur R2 est déjà accessible par le routeur R1, seulement son adresse publique. Donc, c'est l'adresse qui va représenter le pierre. C'est pour ça qu'ici, je vais mettre la 100.1.1. C'est l'adresse du pierre, l'adresse de l'autre côté. Dès que je finis avec ça, voilà, j'ai fini les paramètres. J'ai fini les paramètres de la phase 1. La phase 1 est définie. Je peux créer mon premier tunnel qui sera avec une clé prépartagée Cisco 1, 2, 3 que je vais changer avec ce pierre. L'algorithme de cryptage utilisé sera 3DES. L'algorithme de hachage pour l'intégrité sera MD5 et je vais utiliser Diffie-Hellman au groupe 2 pour générer la clé de session que je vais échanger. Donc, à ce niveau-ci, le routeur R1 a déjà établi son côté et a échangé, a généré sa clé de session qu'il a envoyée à l'autre par le tunnel de la phase 1 qu'il a établi. Là, maintenant, je passe à la phase 2. La phase 2, c'est quoi? On va établir le tunnel de session. Le tunnel pour échanger les données. Le tunnel pour échanger les données est géré grâce à quel protocole? ISP, qui fonctionne, c'est un protocole à lui seul IP sur le port 50. Donc ici, on va définir les paramètres pour établir le tunnel ESP pour l'échange des données. C'est ce qu'on définit à ce niveau. Premier paramètre à définir, on se rappelle toujours, le principe reste absolument le même. Un tunnel sécurisé, c'est trois choses. La clé, le encryption et le hashing. On doit définir la clé, on doit définir le encryption, on va définir le hashing. C'est ce qu'on va faire dans cette partie pour le second tunnel qui est à la phase 2. Le second tunnel de la phase 2, tu fais crypto. Le protocole utilisé, ce sera IPsec. Tu définis ce que Cisco appelle un transform set. Un transform set, ça veut dire, je crois qu'il y a un tiret. Un transform set, ça veut dire les paquets que je vais recevoir, comment est-ce que je vais les transformer, comment est-ce que je vais les crypter. Et dans le transform set, tu donnes un nom, je peux l'appeler ici TS tout court, transform set. Vous pouvez mettre n'importe quoi, vous donner un nom. En général, un nom assez significatif. Si vous avez par exemple un tunnel vers plusieurs destinations, vous pouvez donner les noms en fonction des destinations. Transform set vers le site A, transform set vers le partenaire A, transform set vers le partenaire B. Parce que ça va forcément changer en fonction des politiques de sécurité de chacun. Dans le transform set, il y a des combinaisons. ESP, le protocole ESP, je vais utiliser quoi? Ça c'est un exemple, je vais utiliser triple DES. Là, j'ai spécifié quoi? Le E. Ici, je spécifie le E qui est l'encryption. Deuxièmement, ESP, ça, hashmark. Ici, je suis en train de spécifier quoi? Je suis en train de spécifier le H qui est l'algorithme de cryptage. Bizarre, je n'ai pas spécifié la clé. Pourquoi je ne spécifie pas la clé? Parce qu'à la phase 1, j'ai créé le premier tunnel et ensuite, j'ai généré la clé de session qui sera utilisée à la phase 2. C'est quelque chose qu'on a très bien expliqué dans la première vidéo. Je vous invite à voir la partie 1. Donc, la clé utilisée dans la phase 2 est la clé générée par la phase 1 par Diffie-Hellman, groupe 2. Donc, il y a déjà la clé, je n'ai plus besoin de spécifier. Tout ce que je spécifie, c'est l'algorithme de chiffrage et l'algorithme de hachage, ce qui est déjà fait. Et boum,
La phase 2 est clôturée. J'ai mon tunnel phase 1, j'ai mon tunnel phase 2. Maintenant, la troisième étape, quand on définit un tunnel avec un tunnel sécurisé de type site-to-site avec Cisco, c'est définir ce qu'on appelle le trafic intéressant, le interesting traffic. C'est quoi le trafic intéressant? Voilà. En réalité, je vais prendre le cas, ce qu'on est en train de faire. On veut que tous les données qui vont quitter du réseau... attendez, je prends mon stylo. Tous les données venant du sous-réseau 10.10.100.0/24 allant vers 10.10.20.0/24, on va les envoyer par le tunnel et les crypter. Ça, c'est le trafic intéressant. Ça veut dire que si tu viens plutôt du réseau 200 et tu vas n'importe où, on ne te crypte pas, tu n'es pas intéressant. Il faut définir qu'est-ce qui va être crypté. On définit ce qui va être crypté. C'est ça le trafic intéressant. C'est pour ça que certains appellent les site-to-site VPN des policy-based VPN. Ce sont des VPN basés sur des politiques définies. Ça veut dire que c'est quand un trafic quitte pour aller quelque part qu'on le crypte. Ce n'est pas tous les trafics. Le trafic à crypter sera défini. Le trafic à chiffrer. Le trafic qui va emprunter le tunnel sera défini. Et ce type de trafic, c'est ça qu'on appelle le trafic intéressant. Ici, le trafic intéressant sera défini par une simple access list, une liste de contrôle d'accès. La commande, c'est access list étendue 101 parce qu'il faut spécifier la source et la destination. Permit IP. On va quitter d'où? On va quitter de la 10.10.100.0. Je mets le wildcard mask 0.0.0.255 vers où? Vers la 10.10.20.0 avec le wildcard mask 0.0.255. Voilà, donc n'importe qui va quitter de ce sous-réseau-ci en allant vers ce sous-réseau-ci, le trafic sera crypté et envoyé par le tunnel. Et voilà, on a fini avec la troisième étape qui est de définir le trafic intéressant. La prochaine étape maintenant, après le trafic intéressant, la quatrième étape, c'est lier tous ces paramètres ensemble. C'est lier tous ces paramètres ensemble. Comment on lie tous ces paramètres ensemble? Cisco le fait avec ce qu'on appelle cryptomap, avec la cryptomap. C'est quoi la cryptomap? Je vais vous expliquer. On a défini des paramètres pour la phase 1. On a défini la clé de cryptage à utiliser avec un correspondant bien précis. On a défini des paramètres pour la phase 2. On a défini le trafic intéressant. Mais il n'y a pas de lien entre tout ça. Il faut les lier. Donc, on définit ici ce qu'on appelle un cryptomap chez Cisco. Cryptomap, je vais l'appeler MP. Cryptomap 10, on met un numéro de séquence. Le numéro de séquence résout le même problème que le numéro de séquence dans le policy resolver. Ça veut dire si vous avez des VPN vers plusieurs destinations, il faudra plusieurs numéros de séquence par destination. Un numéro de séquence va correspondre à une seule destination. Parce qu'on ne peut faire qu'un seul map sur une interface avec Cisco. Donc c'est CryptoMap MP, vous mettez le nom que vous voulez, numéro de séquence 10. Maintenant, quel protocole on va utiliser à la phase 1? IPsec / ici on génère la clé automatiquement ISA-KMP. Ce qui est bien et ce qui est à noter ici, c'est que Cisco vous donne la possibilité de générer la clé manuellement. Vous pouvez décider que le session key, la clé de la phase 2, je ne vais pas définir ça, je ne vais pas utiliser le protocole ISA-KMP, je vais définir manuellement. Quand il va arriver à expiration, je vais venir mettre la nouvelle clé qu'on va utiliser. Dans ce cas, on va voir ça quand on va coller. Vous pouvez faire, si vous mettez la commande manuelle ici, Cisco va prendre manuel. Ça veut dire que vous allez définir manuellement la clé. Après, vous allez faire cette session key. Mais en entreprise, ce n'est pas quelque chose qui se fait. Personne ne va aller chaque 3600 secondes, chaque 1 heure, changer la clé de session utilisée. Non, ça ne se fait pas. Donc, du coup, on utilise ici ISA-KMP. On va dire, ça veut dire déjà que je vais utiliser ISA-KMP pour ma phase 1. Je vais utiliser ISA-KMP pour ma phase 1. Je vais utiliser ISA-KMP pour ma phase 1. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Match.
adresse. C'est pour dire match adresse, je mets mon ACL 101. Si j'ai un trafic qui match le trafic défini par l'access list 101, donc quittant d'ici allant vers cette destination, alors qu'est-ce que je fais? Je set le pierre. J'établis un tunnel sécurisé vers quelle adresse? Vers la 100.1.1 et j'utilise le transform set que j'ai défini plus haut. Comment on a appelé ça plus haut? TS. J'utilise le transform set TS pour crypter les données. Et voilà, le cryptomap a été défini. Le cryptomap dit quoi? Cryptomap session 10. On utilise ISA KMP pour la phase 1. Dès que tu dis ça, il va revenir regarder les policies que tu as définies à la phase 1. Et c'est ces policies qu'il va appliquer. Il va dire, OK, Authentication, Pre-Share, Encryption. Il va faire le 3DES, le HMD5. Il va générer la session qui est avec le groupe 2. Maintenant, tu dis ton pierre, tu matches. Pour tout trafic qui va correspondre à l'access list 101 que tu as défini ici, alors établissez un tunnel sécurisé vers le pierre 101. Si j'ai le pierre 101, j'ai dit que je vais utiliser quelle clé pour ISA KMP? Cisco 1, 2, 3. Et utiliser le transform set TS pour crypter les données pour la phase 2. Et voilà. J'ai lié tous les paramètres de l'étape 1, l'étape 2 et l'étape 3 dans le cryptomap. Maintenant, la dernière étape consiste à appliquer le cryptomap. La dernière étape consiste à appliquer le cryptomap, l'étape 5. Apply the cryptomap on the interface. On va appliquer le cryptomap sur l'interface. C'est simple. Dans notre cas ici, l'interface c'est gigabit 2. Donc, je vais faire interface gigabit 2. Et la commande c'est cryptomap. Le nom du map qu'on a défini c'est MP. Et boum, that's it. Dès que j'ai fini avec la configuration. Je définis les paramètres de la phase 1 à ma première étape pour établir le premier tunnel et générer la clé de session. Je définis le pre-share key à utiliser avec le pierre correspondant. La phase 2, je définis les paramètres de la phase 2, l'algorithme d'encryption, l'algorithme de hachage pour l'intégrité, mais je ne définis plus la clé à utiliser parce qu'elle va utiliser la clé de session générée à la phase 1. Maintenant, la troisième étape, je définis quel est le trafic intéressant avec une access list étendue. Je définis la source et la destination. Et maintenant, je lis tous ces paramètres ensemble avec le cryptomap. Je marche une access list et je set le pierre. Ça veut dire qu'on va établir le tunnel vers qui et on va utiliser quel transform set. Et à la fin, j'applique ça à une interface. Maintenant, ce qui est bien, c'est pour ça que j'aime travailler avec une autre part, c'est que pour le routeur 2, je copie la même chose. Je vais séparer et je colle. Pour le routeur 2, qu'est-ce qu'on va faire? Le routeur 2, la phase 1 doit être la même. Vous devez utiliser, si vous vous souvenez, la première partie. Je vous invite à revoir si vous avez oublié. On doit utiliser le même algorithme de cryptage, le même hashing et généré avec le même type de Diffie-Hellman. Vous devez utiliser ces paramètres qui doivent être miroirs, doivent correspondre. Ce que vous avez utilisé sur un, vous allez utiliser sur l'autre. Mais le numéro de police, il peut changer. Je peux décider de mettre 10 ici. Ce n'est pas important. Le numéro de police, il peut changer. La clé à utiliser doit être la même parce que c'est le pré-share clé, la clé pré-partagée. Mais ici, je suis sur le routeur 2. Ma clé à utiliser, c'est avec qui? C'est avec la 200. Donc ici, on change en 200.1.1. La phase 2, on doit transformer de la même façon, on doit s'entendre sur les mêmes algorithmes. Donc, ça va rester ESP3DES, ESP SHAMAC. Ça doit correspondre. Le trafic intéressant, il ne quitte plus de la 10.10.100.0 vers la 10.10.20.0, mais il quitte de l'inverse. Donc, ça veut dire qu'ici, je vais juste couper ça et coller. C'est l'inverse. Ça vient de la 20 en allant vers la 100 et là, on va crypter. Je lis tout ça ensemble. Je n'ai pas changé les noms. Vous aurez pu changer les noms. Les noms sont locally significant, ça veut dire que ça a une signification locale propre au routeur. Si je mets un autre nom ici, ça va toujours passer. Je peux mettre T7, ça n'a pas besoin de correspondre. Mais ici, je dois changer aussi ici. Je mets T7 dans le map. Je peux définir, je peux dire que le map s'appelle map, cryptomap, je l'appelle map par exemple. Et ici, quand je vais l'apply, je vais aussi l'appeler map. Donc, ici, on change le pierre. Le pierre
Match access list 101. Je n'ai pas changé le numéro de l'access list, mais vous pouvez changer. C'est local x significant. Si je change ici, je dois aussi changer ici. Et remarquez ici, l'algorithme d'encryption que j'utilise à la phase 1, c'est 3DES. Le hachage, c'est MD5. Ce n'est pas la même chose que j'utilise ici. Le hachage ici est changé en chat. C'est indépendant. La phase 1 est indépendante de la phase 2. Vous pouvez utiliser un algorithme de cryptage à la phase 1, vous utilisez un autre à la phase 2. Ça doit juste correspondre. Ce que vous avez utilisé à la phase 1 pour le routeur 1 doit correspondre à ce que vous avez utilisé à la phase 1 pour le routeur 2. Ici, le pierre, sur le routeur 2, le pierre sera la 200. Donc, je peux enlever, je mets la 200, le transform 7, et j'applique l'interface, c'est gigabit 1. Il faut changer pour correspondre gigabit 1, et j'applique mon map. Voilà mes configurations. Bon, on va passer donc à la configuration des équipements proprement dit. Sur le routeur R1, je ne l'ai pas ouvert, je vais ouvrir le routeur R1 que voici. On va copier la configuration de R1. Si tout est OK, tout devrait marcher. Copie le routeur R1. On va faire Enable config from terminal. Je vais un peu agrandir. Je passe en mode de configuration globale. J'agrandis et je vais coller. Et voilà. Oh, il y a une erreur sur la clé. Je crois que j'ai mal écrit crypto. Sur la clé, c'est crypto. Crypto Isaac AMP qui. Je corrige. Je vais venir remettre ça ici. Crypto Isaac AMP qui. Le routeur R1, c'est bon. Le routeur R2, je vais changer cette commande. Crypto Isaac AMP qui. Je vais copier. Je copie. On va aller sur le routeur R2. Ne regardez pas ces erreurs-là, c'est parce que je suis sur un émulateur. Sur le routeur R2 et on va coller. Voilà. Et c'est fait. Maintenant, regardez ce qui se passe. Restons sur R1. Les commandes de vérification. Pour vérifier la phase 1, je fais show crypto Isaac AMP Security Association. So crypto Isaac AMP Security Association. On valide. Il n'y a pas de tunnel. Isaac AMP n'a aucun tunnel. Si je fais show crypto IPsec Security Association, rien. Il n'y a pas de tunnel qui est établi. En fait, qu'est-ce que ceci signifie? On n'a pas de tunnel établi parce qu'on n'a pas eu de trafic intéressant. Il faut un trafic intéressant pour déclencher l'établissement du tunnel. Vous vous souvenez, au moment de la configuration, on a dit quand un trafic va quitter, va correspondre à cette access list, le trafic intéressant, là, on va établir un tunnel sécurisé vert. Donc, actuellement, il faut déclencher cela. On a deux façons de déclencher. Je vais faire la façon... Parfois, vous n'avez pas accès à un ordinateur connecté dans le réseau. Donc, sur R1, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de pinguer, de faire un ping sur l'adresse locale. L'adresse locale de R2. Et en ayant pour source, donc je vais pinguer la 10.10. Je suis sur R1. Oh, attendez, je vais faire disparaître ça. Line console 0. Login synchronous. Exit. Voilà. Donc, on va faire un ping de la 10.10.20.1 qui est l'adresse LAN de ce routeur-ci, de l'interface gigabit 2.20. Source, on va sourcer ça pour que ce soit le trafic intéressant. Il faut que ça vienne de la 10.10.100.1. Donc, ça correspond bien à notre access list sur R1. On dit si un trafic vient de la 10.10.100.1, ce sera notre source. En allant vers la 10.10.20.1, c'est notre destination. Alors, créer le tunnel. C'est ce qu'on fait. Ça, c'est pour créer du trafic intéressant. Et voilà. Il y a eu l'intervention. Voilà. Et vous allez voir, le ping passe maintenant. En fait, de l'interface locale qui est dans le LAN, dans la 10, je peux maintenant pinguer l'autre côté. Si vous avez vu, malheureusement, on a perdu les deux premiers paquets parce que c'était le temps d'établissement du tunnel. Maintenant, si je fais un show crypto Isaac AMP, on vérifie la phase, une security association. Qu'est-ce qu'on a? On a une security association entre la 100 et la 200.
Mais remarquez l'état. L'état est idle. Pourquoi l'état est idle? Idle, vous vous souvenez dans la partie 1, je vous invite encore à revoir si vous avez oublié. La phase 1 a pour but de générer la clé de session grâce à Diffie-Hellman et de l'échanger. Dès qu'elle a fini ce travail, elle n'a plus rien à faire jusqu'à ce que la clé expire. Donc elle passe en idle. Là, elle a généré la clé, elle a déjà échangé et elle est passée en idle. Maintenant, si je passe à la phase 2, Show Crypto IPsec, je vérifie le tunnel Security Association. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, le tunnel est créé. Vous allez voir les paramètres. On dit, comment est-ce qu'on vérifie que c'est créé? Il faut que je vous montre. Hein. Inbound ESP, ça c'est entrant. Le tunnel est créé, le tunnel est actif. Et quelque part, le SPI, voici la clé utilisée. On va remarquer ici la clé. Je vais copier la clé. Je vais vous montrer quelque chose. La clé entrant, inbound. Inbound veut dire la clé que tu vas utiliser pour le trafic entrant. Normalement, ça c'est le session key. C'est le ID, c'est l'identifiant de la clé de la session, de la clé de session que le routeur R2 a envoyé. Ça finit ici en inbound sur R1, on va dire sur R1 en inbound. Tu as le session, voilà le session ID de la clé. Maintenant en outbound, revenons un peu. Rapidement. Maintenant, en outbound, j'ai aussi une clé. Ici, c'est l'identifiant de la clé quand R1 veut envoyer les paquets. Ça veut dire que ça, c'est la clé que R1 a générée elle-même, que Diffie-Hellman a générée pour R1, la clé de session. Voilà les deux clés qu'on a. Et ici, vous pouvez voir paquet encrypted 7, decrypted 7. Là, on a des paquets qui sont cryptés et qui sont décryptés. Maintenant, si je vais sur le routeur, sur le deuxième routeur, R2, qu'est-ce que vous pensez qu'on va trouver là-bas? Je fais Show, Crypto, ISA, KMP, Security Association. On a le même, c'est un idle, ça finit son travail. Show, Crypto, IPsec, Security Association. Voilà, on a aussi le même nombre de paquets qui a été crypté. Mais qu'est-ce qui est intéressant? Je vais attirer votre attention. Ici, en inbound, voilà la clé qu'on a en inbound sur R2. Si je viens, je regarde ce que j'avais sur R1. Voilà ce qu'on a sur R2 que j'ai copié. Je colle. C'est la même chose que R1 avait en outbound. Ça veut dire qu'il a l'identifiant de la clé que R1 utilise pour crypter. Normalement, ces clés doivent être inversées. Ce que R1 a en inbound, R2 doit l'avoir en outbound. Et ce que R1 a en outbound, R2 doit l'avoir en inbound. Donc, si je regarde le inbound ici, le outbound de R2, que voici, ça doit correspondre à ce que R1 a en inbound. Et what happened? Boom, voilà, ça correspond. Mais lui, il a en outbound. Donc, il crypte, l'autre décrypte avec la clé. Et voilà, le tunnel est up. Et pour conclure le tout, je peux aller maintenant sur PC, sur mon PCA. Je vais essayer de pinguer l'adresse du PCC. Je vais faire un ping continu. Et boum, voilà. Le PCA peut joindre le PCC. Je vais voir, je ne sais pas si j'ai activé le Remote Desktop Connection. Le RDP, on va voir s'il peut se connecter en RDP là-bas. 10.10.20.10. Est-ce que c'est activé? Je ne me rappelle plus. Les accès, c'est quoi? C'est Robot et Robot 1, 2, 3, quelque chose comme ça. Oh, c'est pas ça. Et Robot 1, 2, 3. Bon, c'est pas ça. De toute façon, il peut se connecter. Mais ce qui est bien, ce que je veux aussi attirer votre attention, on a défini le trafic intéressant, malgré qu'il y ait un tunnel qui existe entre ces deux. PCB, les gens qui sont dans le VLAN 200 ne vont jamais pouvoir joindre les gars qui sont dans un autre VLAN. La preuve, je vais faire un ping R1. Si je fais un ping toujours vers la 10.10.20.1, qui est l'adresse de Gigabit 2 ici, mais je source ce trafic de la 10.10.200.1, ça ne fait pas partie du trafic intéressant. Ça va vers la 10.10.20, c'est bien, en destination, mais sa source, c'est la 200. Donc, ça ne va jamais passer par le tunnel, ça ne va jamais aller. Si je m'en vais dans l'access list, IP access list 101,
Je fais un permit. Oh, j'ai fait IP access list, c'est name. Faisons access list, je voulais faire un name. Access list 101, je fais un permit. Je dis que les gars qui quittent de la 10.10.200.0 allant aussi vers la 10.10.20.0, il faut les accepter. Si IP, oh, il faut les accepter. J'ajoute ça à l'access list. Je m'en vais sur R2. Je fais l'inverse pour que R2 puisse accepter aussi l'autre trafic là. Access list 101. Permit IP. Les gens qui quittent de la 10.10.20.0 en destination de la 10.10.200.0, je dis qu'ils sont, ça définit aussi un trafic intéressant. Dès que j'ai fait ça, ça veut dire que ça fait partie du trafic intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Je refais le ping. Et voilà, le ping passe. Ils peuvent passer parce qu'ils font partie du trafic intéressant. Donc voilà, c'était la démonstration sur les site-to-site VPN qui constituent ici. Ce n'est plus très utilisé sous cette forme-ci, les site-to-site VPN, mais ça constitue une base importante pour comprendre la notion de VPN en termes de VPN, en termes de sécurité. Et ça va être la base pour les autres vidéos que nous allons faire. On en a encore, on va parler des static VTY, on va parler des DM VPN, on va parler de remote VPN. Et voilà. Merci d'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Appuyez sur la cloche de notification pour avoir les nouvelles vidéos et appuyez sur subscribe pour souscrire à notre chaîne. Et si vous avez des questions, laissez en commentaire. Si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez qu'on travaille en détail, laissez en commentaire et on va s'y atteler. Merci.